Mesdames et messieurs, bienvenue. Très content de vous retrouver ce jour dans une tranche aussi spéciale pour parler des agents et fonctionnaires de l'État. Nous sommes ici avec le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Monsieur Fidèle Kiangui, que je salue bien. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très contents de vous recevoir ce jour. Avec moi pour vous interroger, je suis avec mon confrère de la RTGA, Jacques Moulouba. Bienvenue à vous également. Merci cher confrère. Et voilà, nous parlerons de la réforme, M. Kiangui, la réforme de l'administration publique dans laquelle vous êtes engagé. Nous parlerons des revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Nous parlerons également de cette crise qui semble faire date au sein de l'INAP. Alors, je voudrais bien, pour commencer, poser la première question. Quelle évaluation vous faites aujourd'hui de la situation générale du fonctionnaire de l'État? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'évaluation que je dois faire des agents et fonctionnaires de l'État aujourd'hui, l'évaluation, elle doit être triste. Vous prenez aussi une attitude triste pour cela? Oui, parce que je suis fonctionnaire moi-même. Vous savez, mentez, il reste quelque chose. Le gouvernement congolais a clochardisé les agents et fonctionnaires. Le gouvernement congolais chante la réforme de l'administration publique, alors que la réforme ne devrait pas se chanter, elle devrait se vivre. Le gouvernement congolais vous dit qu'elle dépense beaucoup pour les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, alors qu'en réalité... Ce qui n'est pas faux. Si l'enveloppe globale aujourd'hui s'élève à 425 milliards les mois pour payer les fonctionnaires, mais qu'est-ce que chacun des fonctionnaires touche? C'est même une insulte à la place du fonctionnaire. Tenez bien. Qu'est-ce qu'un Congolais peut faire avec 95 $ aujourd'hui? Lorsque vous venez au travail du 1er au 30 et qu'à la fin on te donne 95 $, qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est pour vous dire que si nous devons parler de l'évaluation de la vie, ça veut dire les conditions de travail, la vie du fonctionnaire, c'est malheureux et c'est triste. Les membres du gouvernement méritent arrestation. On peut même qualifier ça de crimes contre l'humanité. Ce que fait le gouvernement congolais vis-à-vis des fonctionnaires. Nous allons entrer en profondeur, mais c'est pas ce que je vous dis que l'évaluation, elle n'est pas aisée. Oui, nous sommes déjà au niveau des réformes. Cette réforme, lorsque vous l'avez adoptée, avant que je laisse la parole à Jacques, lorsque vous l'avez adoptée, en quoi consistait-elle? Est-ce que c'est seulement au rajeunissement ou sinon cette réforme devait s'étendre également dans d'autres aspects, notamment les conditions sociales des fonctionnaires? Non. La réforme voulait que l'on puisse respecter la loi. Pourquoi on a parlé de la réforme? Parce que la loi qui existait n'était pas respectée par ceux qui nous gouvernent. Alors, ils ont pris une décision, comme on dit, courageuse, de dire, bon, la loi a été bafouée, la loi a été violée, mettons-nous autour de la table, réformons, revenons dans la loi. Vous l'avez amendé, justement. Et qu'est-ce que nous devrions faire? La première réforme consistait à faire quoi? À changer de loi. Nous sommes en 2013, mais les agents et fonctionnaires, alors que nous avons la Constitution votée en 2006 ou 2005 par référendum, mais les textes qui régissaient les agents et fonctionnaires de l'État, c'était des textes du temps du MPR. La première réforme consistait à mettre en place une nouvelle loi qui devrait se conformer avec la Constitution. C'est pourquoi, en 2013, on s'est battu pour que la nouvelle loi soit rédigée. Elle l'a été. Et en 2015,
Nous nous sommes battus. Vous êtes ceux qui nous ont accompagnés, vous, la presse. Il a fallu même une session extraordinaire pour que cette loi soit adoptée par l'Assemblée nationale, le Parlement en bref. Et le chef de l'État, tout de suite après son adoption par le Parlement, l'a promulgué le 15 juillet 2016. La loi a été promulguée. Voilà la première réforme. Qu'est-ce que la réforme voulait? La réforme voulait qu'on réforme l'homme. Ça veut dire mettre les fonctionnaires dans des conditions normales de travail. Lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse bien travailler. La réforme voulait le rajeunissement de l'administration publique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'administration publique, nous comptons plus ou moins 450 000 éligibles à la retraite. On ne peut pas réformer une administration avec plus ou moins 450 000 éligibles à la retraite qui continuent à travailler. La conséquence logique, c'est laquelle? C'est le fait que, comme il est éligible à la retraite, il ne travaille plus. À son poste, vous devez recruter quelqu'un d'autre qui travaille. Et vous sortez 2 salaires pour le même poste et pour le même travail. Ça, c'est la première chose dont souffre la réforme. Alors, je voudrais peut-être donner aussi la parole à Jacques. Il y a des questions autour de cela. Merci beaucoup. Oui. Parlant de la réforme, M. Fidèle Kiyangui, vous avez dit qu'il fallait commencer par revoir les textes, n'est-ce pas? Chose faite. Vous avez fait également allusion aux fonctionnaires, à l'homme, c'est-à-dire réformer l'homme, s'il faut parler en ces termes, et également au rajeunissement. Alors, par rapport à ces objectifs, nous allons vous poser une question précise en ce qui concerne l'année 2020. Qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, y a-t-il eu des avancées par rapport à ce qui avait été fait par le passé, ou il y a eu régression ou stagnation, selon vous? Non. La réforme, nous l'avions commencé avec la mise à la retraite des secrétaires généraux en 2017, vous êtes témoin. Nous avons dit, ok, nous avons mis à la retraite des secrétaires généraux parce qu'ils avaient déjà l'âge de la retraite. Maintenant, mettons fin avec les phénomènes NU, parce que c'est encore ça qui était en train de détruire notre administration. C'est comme ça que vous nous avez vu faire la ronde du pays pour régulariser toutes les NU qui étaient dans les administrations. On l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait identifier ces NU. Il fallait les recenser afin de les mécaniser, qu'ils soient payés. C'est alors que le gouvernement Ilunga Ilukamba est arrivé. Malheureusement. Justement, qu'est-ce que le gouvernement Ilunga a fait par rapport aux objectifs relatifs à la réforme en 2020? Le gouvernement Ilunga Ilukamba n'a rien fait pour les fonctionnaires. Rien fait. Nous ne retiendrons rien. Est-ce que vous pesez bien vos mots? Je pèse bien mes mots. Le gouvernement n'a rien fait. Je suis prêt même, si vous voulez, vous pouvez organiser une émission contradictoire. Vous pouvez m'amener un contradicteur qui viendra me dire ce que le gouvernement Ilunga Ilukamba a fait. Qu'est-ce qu'on fait Ils n'ont fait que des discours. Ce qui me fait dire ça. Oui. Madame Yolande Bongo Bosongo, ministre de la fonction publique, est passée sur les chaînes. Elle a annoncé qu'il y aura 17 000 agents qui seront mis à la retraite en 2020. Nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 29 décembre 2020. Aucun agent n'a été mis à la retraite. Aucun agent. Vous parlez de la mise à la retraite avec accompagnement? Non, d'abord la mise à la retraite. Personne n'est allé à la retraite cette année. Mais souvenez-vous, il y a eu des mises à la retraite, Jacques, en 2010, si je ne m'abuse pas. Non, en 2017. Non, avant même. Oui. Il y a eu des mises à la retraite pendant le gouvernement, je ne sais pas, Mozito ou bien Matata. Oui. Des fonctionnaires ont continué à réclamer jusqu'à aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été accompagnés. Pourquoi les syndicats ont accepté une autre mise à la retraite lorsque la première vague n'a pas encore trouvé la mise à la retraite de 2009-2010, c'était une mise à la retraite punition. Parce qu'on n'avait pas
Nous n'avions pas accepté ça. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été d'accord qu'on ait mis des gens à la retraite, parce que parmi ceux qui étaient mis à la retraite, il y en a qui n'avaient pas l'âge de la retraite. Nous avons dit non, ça ne se fait pas comme ça. On est en partenariat. Lorsque vous voulez prendre une décision, on doit se mettre ensemble. On discute. À cette époque-là, la loi qui nous régissait disait que c'est à 55 ans qu'il faut partir à la retraite. Mais malheureusement, on a mis à la retraite même des gens qui avaient 40 ans, 45 ans. Ce n'était pas normal. Et on a laissé dans l'administration ceux qui avaient 60 ans, 65 ans. Et aujourd'hui, vous avez négocié. C'était une punition. Et nous avons posé les problèmes. Le gouvernement, le président de la République a décidé que tous ceux qui étaient révoqués en 2009-2010, mis à la retraite, qu'on puisse les réintégrer. Il est question maintenant que nous puissions nous mettre ensemble pour dire, bon, ceux qui étaient partis à la retraite à l'époque, est-ce qu'ils ont l'âge de la retraite? Oui, cela peut partir. Est-ce qu'ils étaient payés? S'ils n'étaient pas payés, qu'on les paye. Ceux qui étaient payés, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais les révoquer, qu'on puisse voir ceux qui ont l'âge de la retraite, qu'on puisse les mettre à la retraite, et ceux qui n'ont pas l'âge de la retraite, qu'on puisse les réintégrer. C'est ça le problème de 2017. Dites que la situation a été régularisée en 2017, n'est-ce pas? La situation n'a pas été régularisée en 2017. En 2017, nous avons dit commençons la réforme. Ça veut dire la mise à la retraite de ceux qui ont l'âge de la retraite, notamment les secrétaires généraux. On a commencé par eux. Mais cette fois-ci, vous avez négocié des retraites, excusez, vous avez cette fois-ci négocié des retraites de façon aussi formelle. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Lorsque nous avons mis les secrétaires généraux à la retraite, nous avons dit qu'on doit titulariser les directeurs. On l'a fait. Il faut titulariser les chefs de division et les chefs de bureau. Nous avons identifié tous les secrétaires, tous les directeurs, les chefs de division, les chefs de bureau qui avaient fait peut-être 10 ans, 15 ans d'intérim. Nous avons dit qu'il faut les titulariser. Parce que sinon, lorsqu'il doit partir à la retraite, il risque de partir à la retraite avec les grades de recrutement qu'il avait il y a 20 ans, 15 ans. Voilà le premier problème. Le deuxième, nous avons dit régularisons les NI. Pourquoi nous avons régularisé les NI? Parce que nous ne voulions plus que dans l'administration publique, qu'on recrute les gens sans concours. On doit rester dans la loi. C'était ça le souci. Troisièmement, nous avons dit que chaque administration doit avoir un cadre organique. On doit savoir, dans tel ministère, il faut quel effectif, par rapport à quel poste. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, notre administration est dans le désordre. Vous avez 2000 agents dans une administration, mais qui ne sait pas, personne ne sait qu'est-ce que tel ou tel autre doit faire. Nous avons commencé la mise en place des cadres organiques dans 5 ministères pilotes, avec la réforme. Les finances, la fonction publique, les budgets, les portefeuilles, les plans, avec les 3 régies financières et un service que nous appelons INES. On a mis des cadres organiques. Ça veut dire que c'est ce que vous avez entendu les gens dire des structures standards. C'est dans ces cadres-là que nous l'avons mis en place. Mais malheureusement, oui, quand le gouvernement Ilunga Ilokamba vient... Revenons avec ce gouvernement justement en 2020. Qui n'a rien fait. Qui est venu torpiller... Donc les 17 000 agents qui étaient commis pour la retraite sont encore là. Rien n'a été fait. Rien n'a été, aucun agent n'a été mis à la retraite. Et même quand nous avons fait l'inventaire en 2017, après avoir fait partir les secrétaires généraux, il y a des cadres de régie financière qui étaient prévus, à qui on a même notifié la retraite, mais qui ne sont jamais partis. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est parce que vous êtes avec eux. Mais c'est l'absence de la volonté politique. L'argent, il y en a? L'argent, il n'y en a pas. Le gouvernement congolais veut que la banque, même les secrétaires généraux, quand leur départ à la retraite, l'argent est venu de la Banque mondiale. La Banque mondiale est venue, c'est un assistant, il nous assiste. Il dit, moi je vous donne le go. Vous-même, vous allez continuer. Mais le gouvernement congolais ne disponibilise pas l'argent. Non. C'est parce qu'il n'y en a pas ou bien c'est parce qu'il manque de volonté politique? C'est l'absence de la volonté politique. Parce que lorsque vous voulez réformer l'administration, il faut accepter des sacrifices.
Il faut que ceux qui sont éligibles à la retraite partent. Si les 450 000, par exemple, partaient. Mais nous aurons les moyens de rajeunir l'administration. Voilà, ça sert à quoi de crier réforme et vous ne donnez pas l'argent? Ça sert à quoi de chanter réforme pendant que vous ne faites rien pour les fonds? Vous vous les trompez. Alors, une autre question, M. Fidel Kiyangui, pour 2020 toujours. Est-ce qu'on est arrivé à identifier les agents qui étaient répertoriés en 2018? C'est faux. C'est là que je dis que le gouvernement Ilunga Ilukamba est venu tuer l'administration. Je peux même parler, je vous ai dit ici, d'entrée les jeux, que moi je considère ça comme le crime contre l'humanité. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Comment est-ce qu'on devient fonctionnaire? Vous avez régularisé les agents. Qu'est-ce qu'il faut? Le ministre de la fonction publique a pris les arrêtés de régularisation. Mais il doit prendre ces arrêtés, les envoyer dans chacune des administrations. Le secrétaire général de chaque administration doit notifier l'arrêté à l'agent régularisé. Et dès que l'agent est notifié, on fait quoi? On l'affecte. Après l'avoir affecté, il passe maintenant à ce que nous appelons au pool de la base des données pour se faire identifier. Et dès qu'il est identifié à la base des données de la fonction publique, on les déclare maintenant au budget pour que le budget puisse les payer. Malheureusement, on n'a rien fait. Mais madame la ministre a parlé des agents qui étaient régularisés, identifiés même en 2020. Ça, c'est de l'anarchie. Je mets quiconque au défi. Donc vous contredisez la ministre de la fonction publique. Je la contredis. Je mets quiconque au défi. C'est de l'argent qu'on a brûlé pour rien. Ce travail-là, on devrait le reprendre à zéro. Alors, monsieur Kiyangui, une question. Parlons de la maîtrise des effectifs. On en parle depuis des décennies aujourd'hui au sein de l'appareil administratif. Parlez-nous un peu des effectifs. Est-ce que êtes-vous arrivé à maîtriser ces effectifs? Parce que vous avez fait le tour du Congo également pour des contrôles de paye et aussi des effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a-t-il un fichier homogène de ces agents? Vous pouvez poser la question même à Madame Yolande. Nous vous la posons sur ce plateau. Je vais répondre, mais je dis à elle, même au secrétaire général de la fonction publique, et même moi qui vous parle, personne ne peut vous donner les nombres exacts des agents et fonctionnaires. Pour quelle personne. Raison? Pour quelle raison? Parce que vous pouvez nous donner parce que vous avez été sur le terrain. Non, j'ai été sur le terrain, nous n'avons contrôlé que 5 ministères. Lorsqu'il fallait continuer le contrôle, on nous a empêchés. Les réseaux mafieux n'ont pas permis. Vous le savez, vous nous avez accompagnés. Quand on a contrôlé 5 ministères seulement en ce qui concerne la paye, nous sommes rentrés avec 25 milliards de francs congolais qui sortaient chaque trimestre. Parmi ces ministères, il y a aussi le ministère de l'EPS. Il y avait l'EPST. Dans lesquels aujourd'hui on décrit aussi des effectifs. C'est ce que je vous dis. Il y avait l'EPST, il y avait la santé, il y avait les SU. Ce sont les 3 ministères que nous avons contrôlés et nous avons contrôlé les 3 régies financières. Vous savez que c'est grave ce qui se vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une volonté politique, il faut que les chefs de l'État nous aident à travailler pour le pays. Si les gens viennent à la tête du ministère de la fonction publique pour faire ce qu'ils veulent faire, sans maîtrise de la loi, moi je le regrette. Je m'en vais vous dire une chose. La loi actuelle que nous appelons statut des agents de carrière des services publics de l'État a prévu la mise en place des organes qui devraient empêcher qu'il y ait encore des recrutements barbares, des recrutements voyous. Notamment, le Conseil supérieur de l'administration publique. Ce n'est pas une urgence. Qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une urgence pour le gouvernement. Ce n'est pas une urgence. Parce que qu'est-ce qu'ils vont gagner?
Ils ne vont rien gagner. Ça va les empêcher à recruter les gens. Je m'en vais même vous dire une chose qui m'a beaucoup choqué. Madame le ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, s'est permis de prendre un arrêté dont j'ai la copie de 1066 agents pour les finances. Alors qu'en 2018, les finances a connu une régularisation de NU. Est-ce qu'elle peut venir nous dire où est-ce qu'elle a trouvé ces NI qu'elle a régularisés en 2020? Le Premier ministre, et elle avait déjà tout un arsenal d'arrêtés qu'elle voulait proposer au Premier ministre pour régulariser encore les agents en 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons compris? Et pour vous, il n'y a plus d'agents à régulariser en Il n'y a termes plus de d'agents à régulariser. Aujourd'hui, si quelqu'un veut devenir fonctionnaire, il doit respecter la procédure. La procédure, c'est quoi? D'abord, pas même les concours d'abord. Il faut qu'il y ait un service demandé. Il faut qu'il y ait un service qui dit que moi, j'ai besoin d'autant d'agents. Et ce service s'adresse à la fonction publique et la fonction publique va maintenant organiser, va faire appel aux structures habilitées à organiser des concours. On organise le concours et après le concours, l'agent qu'on doit recruter doit se placer en ordre utile. C'est ce que veut la loi. Il n'est plus question aujourd'hui de venir, tu te réveilles le matin parce que tu es Premier ministre, parce que tu es ministre, tu commences à recruter les gens. Non. Et d'ailleurs, pour votre information, l'article 92 de la Constitution est clair. Il n'y a que deux autorités qui peuvent admettre les gens sous statut. Le président de la République et le Premier ministre. Mais vous êtes informé que l'arrêté de la ministre a été rapporté par le Premier ministre? Oui, a été rapporté. Non, je suis informé que le Premier ministre a demandé à Madame le ministre de rapporter l'arrêté. Mais vous avez été content. Mais est-ce que ce n'est pas moi qui suis content, c'est la loi qui doit se réjouir. Mais puisque vous dites que rien n'a été fait en 2020, et cette décision-là du Premier ministre, ce n'est pas une contribution pour l'avancement justement de cette réforme? Mais vous savez, au Congo, il y a un Vous avez dit que le gouvernement n'a rien fait, a même cautionné les irrégularités. Regarde. Mais par rapport à cette arrêté... Vous savez, les journalistes, au Congo, il y a un principe. Nyata et bon pardon. C'est ça les Congolais. On voudrait parler des revendications des fonctionnaires. Vous avez dans vos tiroirs presque 3 protocoles d'accord du gouvernement, sans compter les autres promesses. Où en êtes-vous dans la négociation de mise en œuvre des protocoles d'accord avec le gouvernement, notamment le 200 $ dont on a chanté depuis quelques années déjà? Vous savez, lorsque je vous dis que le gouvernement Tshibala n'a rien fait pour les fonctionnaires, Ilunga Ilukamba, je n'étais pas en train de chercher à victimiser quelqu'un, non. Je suis triste. Nous sommes en 2018. Je ne vais pas parler de Mboudi. Parce que Mboudi, c'était en 2004. Je ne vais pas parler de l'accord de 2015. Mais je parle de l'accord de 2018 qui a concerné la rémunération des agents et fonctionnaires. Nous nous sommes mis ensemble. On a signé un protocole d'accord à Congo Fleuve Hotel où il a été dit que l'huissier devrait avoir 200 $, mais payable en 3 tranches. 2019, on devrait tout faire pour que l'huissier puisse avoir 100 $. En 2020, on ajouterait 50 $ pour faire 150. Et en 2021, on ajouterait 50 $ pour faire finalement 200 $. Le gouvernement Bruno Tshibala, avec qui nous avons signé l'accord, nous a dit OK. En 2019, parce que c'est encore le gouvernement Tshibala qui a fonctionné jusqu'au mois de septembre, ils ont tout fait pour payer 85 $. L'huissier, le gouvernement Tshibala l'a laissé avec 85 $. Avec promesse que lorsque nous allons arriver au mois d'octobre 2019, on devrait ajouter les 15 $ pour qu'il puisse avoir 100 $, comme convenu. Et en septembre, c'est le gouvernement Ilunga Ilukamba qui arrive. Qui nous dit, bon, écoutez, je n'ai pas 15 $ à donner, je vais donner 10 $ et le reste, nous allons appliquer ça
en l'année 2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les 10 $, ils n'ont pas ajouté. Les agents ont terminé l'année avec les 85 $ laissés par le gouvernement Tchibane. Nous avons tout fait. Et au mois de janvier, en plus du fait qu'on ne donne pas, le fonctionnaire n'a pas 150 $, mais on retient l'impôt. Et l'impôt, c'est ce que les fonctionnaires n'aiment pas, c'est ça? On retient l'impôt. Non, ce n'est pas que les fonctionnaires n'aiment pas payer l'impôt. Vous êtes contre l'impôt. Non, nous n'avons jamais été... La façon dont ça fait... Non, mais c'est les journalistes. Les fonctionnaires n'ont jamais été contre l'impôt. L'impôt, c'est un droit citoyen. C'est un devoir civique. Vos différentes déclarations. Non. En tout cas. Non. Nous n'avons jamais... Non. Nous n'avons jamais refusé de payer l'impôt. Jamais. Et qu'est-ce que vous avez contesté? Nous avons toujours demandé au gouvernement de nous dire l'impôt, vous le retenez sur quoi? Une rémunération, non? Sur quoi? Quand vous donnez à l'huissier 85 $, dites-nous, est-ce que c'est les logements? Est-ce que c'est les transports? Est-ce que ce sont des allocations familiales? Mais justement, c'est de cette somme-là qu'on devrait faire. Maintenant, je vous donne l'information. Moi, je suis financier de formation. Sur les logements, on ne retient pas l'IPER. Sur les transports, on ne retient pas l'IPER. C'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs des indemnités. On devrait retenir l'IPER sur les salaires. Considérer ça comme votre salaire? On ne peut pas considérer ça comme salaire alors que nous devons nous loger. Comment vous voulez, vous me donnez 85 $, vous me demandez de considérer ça comme salaire, dans l'entretemps, je dois venir au travail. Monsieur Kiyangui, à suivre un peu vos revendications, vous les agents et fonctionnaires de l'État, c'est comme si vous vivez dans un pays hyper développé où tout va bien, et les budgets de l'État avoisineraient les 50, les 60 milliards de dollars américains par an. Pourquoi cette question-là, vous ne la posez pas? Est-ce que vous ne tenez pas compte du budget du pays avant de faire vos revendications? Pourquoi quand vous payez 10 000 $ aux députés, vous ne tenez pas compte du pays qui n'est pas développé, qui n'a pas un budget, qui n'a rien? Pourquoi? Ils sont combien les députés? Pourquoi quand vous donnez, vous roulez avec des cortèges, vous ne pouvez pas vous dire à un moment donné que non? Combien sont-ils les membres du gouvernement? Non, laissez-moi d'abord venir. Pourquoi vous ne vous dites pas que bon, en tant que pays qui n'a pas de budget réel, qui n'a pas de recettes, qui n'a pas ceci, je peux avoir juste une voiture et je roule? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Ça veut dire que c'est le pays devient pays lorsqu'il faut parler fonctionnaire, mais lorsqu'il faut parler vous, autorité, vous, dirigeants, vous pouvez avoir... Non, monsieur Fidel Kiyangui, tout à l'heure, vous n'avez pas été capable de nous donner le nombre exact des agents et fonctionnaires de l'État. Pourquoi? Puisqu'ils sont le nombre pléthorique. Et vous allez le comparer aux députés nationaux. Mais le nombre pléthorique du fait du gouvernement, c'est le gouvernement. À une soixantaine de membres du gouvernement. C'est le gouvernement qui le fait, même enfin. Si les députés disent que bon, désormais, nous allons commencer à toucher 2 000 $, ça ferait quoi? On aura quelque chose de gagné. Qui n'arrivera même pas. Pas de problème, mais d'abord qu'ils acceptent de toucher 2 000 $. Ça peut aussi se faire, non? Nous avons vu dans d'autres pays. Non, mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous m'avez demandé. Non, l'IPER d'abord. Ça représente combien? Excusez-moi. Ça représente combien? C'est 2 000 ou bien 2 500 pour un huissier dans les 85. Regardez, dans les 85 $. Regardez. 2 000 ou 2 500. Et les autres, c'est 4 000 francs. Moi, je suis d'accord. 2 $. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Non, au regard c'est un problème de principe. 200 $ qu'un cadre de l'administration. J'ai dit, le problème, c'est un problème de principe. Qu'est-ce que nous donnons aux fonctionnaires? Ce que nous lui donnons, c'est quoi? Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est les transports? Parce que si le logement, il n'y a pas de retenue. Le logement c'est une indemnité, il n'est pas imposable. Les transports n'est pas imposable. Les allocations familiales ne sont pas imposables. Alors maintenant, ce que nous donnons aux fonctionnaires, c'est quoi? Voilà pourquoi à Bibois, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une commission paritaire qui doit définir la politique salariale du fonctionnaire. Que l'on sache, dans ce que nous donnons aux fonctionnaires,
telle quotité s'appelle salaire, telle quotité s'appelle prime, telle quotité s'appelle logement, transport ou indemnité, allocation familiale. La commission paritaire n'a jamais été convoquée en 2020. Elle ne pouvait même pas avoir lieu parce que le protocole d'accord de janvier, nous sommes allés à Bibois sur demande du chef de l'État. J'insiste. Et nous sommes venus avec un protocole d'accord qu'on n'a jamais appliqué. Comment nous allons partir dans une autre commission paritaire pendant que tous les accords que nous avons déjà signés, le gouvernement, c'est juste de la poudre aux yeux qu'il envoie, qu'il jette sur les yeux des fonctionnaires, c'est fini. Ça sert à quoi? Et c'est comme ça que nous avons dit, il n'y aura plus une autre commission paritaire pour traiter de telle matière. D'abord, retrouvons-nous pour évaluer notre partenariat. Oui. C'est comme si nous faisions du n'importe quoi. Je voudrais qu'on aille au dernier point parce que nous tendons vers la fin. Vous parlez des syndicalistes que vous êtes, que vous représentez ces fonctionnaires, mais parmi vous, des divisions. Aujourd'hui, on parle même d'une crise au sein de l'INAP. On parle de deux INAP, l'une qui est dirigée par vous et l'autre... L'autre est dirigée par Mme Yolande Bongo-Bosso. Non, l'autre qui est dirigée par l'un. C'est le bicéphalisme à la tête de l'INAP. Excusez-moi, je termine ma question. Est-ce que cette division au sein des syndicalistes ne désavantage-t-elle pas aussi les fonctionnaires? Madame, merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est un point très très noir. C'est un point sombre. Tout cela, c'est parce qu'il y a des non-syndicalistes qui se sont fait syndicalistes. Il ne suffit pas de rédiger un statut, un règlement intérieur, vous vous faites enregistrer et vous vous appelez syndicaliste, non. Et le syndicalisme ne s'est pas octroyé sur un plateau d'or. C'est le fruit de lutte. Il y en a qui sont morts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y en a qui sont dans des prisons. Que voulez-vous dire par là, M. Kilakian? La crise dont vous évoquez à l'INAP, il n'y a jamais eu de crise à l'INAP. C'est Mme Yolande Bongo Bossongo, ministre de la fonction publique, puisque ce que je déclare, j'ai des preuves et je peux les prouver à n'importe quel niveau, qui a créé la crise. Et moi, je me dis, en tant que membre du gouvernement, ça veut dire que c'est le gouvernement qui l'a utilisé pour distraire. La crise est due au détournement de l'argent des agents fonctionnaires de l'État par vous, Monsieur le Président de l'INAP. Vous savez, le mot détournement et vol, moi Kiyangi, je ne connais pas ça. Vous avez fait même l'objet d'une plainte au parquet. Demandez à ceux qui sont allés se plaindre quelle est la conclusion. Demandez-leur. Vous savez, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des rails. C'est comme il n'y a pas aussi de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais alors, nous sommes ici, vous avez parlé d'une plainte, non? Moi, je suis là, je n'ai jamais fui. On m'a convoqué autant de fois au parquet. Mais une chose est vraie, il n'y a plus unité au sein de l'INAP, vous le savez très bien. Pourquoi vous voulez escamoter la question? Non, je sais qu'il y a une distraction créée par Madame le ministre de la fonction publique qui a violé les principes sacro-saints du syndicalisme. Nous sommes partenaires et elle ne pouvait pas s'y mixer dans la gestion des syndicats. Comment vous l'accusez de cette façon? Mais oui, mais c'est elle qui a créé la crise. Madame n'a jamais fait une déclaration, c'est votre collègue Moulenda qui a parlé en tant que président. Moulenda parle parce qu'il y a une lettre de crise qui a été mise en place. Ayant constaté les détournements de frais, Moulenda parle parce qu'il y a une lettre de Madame le ministre de la fonction publique qui viole la convention. Reconnaissez-vous l'existence du comité de crise au sein de l'INAP? Non. Mais vous savez que les camarades... Non, excusez, vos camarades de l'autre camp ont été reçus par le chef de l'État à votre place. Non. Vous savez, le chef de l'État a reçu même les mamans vendeurs de maraîchers. Est-ce que c'est un problème? Le chef de l'État recevait tout le monde. C'est normal. Vous savez, le mensonge prend l'ascenseur toujours. Mais la vérité vient par des esprits. Vous n'avez encore rien dit, M. Fidel. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'INAP? Au sein de l'INAP, il n'y a aucun problème. Il y a seulement Madame le ministre de la fonction publique qui a créé une crise pour distraire les fonctionnaires, pour ne pas servir les fonctionnaires. Mais quand cela ne tienne, là,
je me dis que dans une société, il peut toujours y avoir des problèmes. Dans votre famille, vous avez un conseil familial. C'est pour réconcilier les enfants. Oui, mais qu'avez-vous fait de ce problème? Parce que c'est sérieux. Attendez, j'arrive. Dans votre village, vous avez un tribunal coutumier. Dans votre secteur, il existe des tribunaux. C'est pour juger les enfants parfois de même famille. Bientôt, là, je vous donne 1 mois, il n'y aura plus de crise à l'INAP. Vous allez unifier toutes les branches. Celui qui a créé la crise ne sait plus maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire. Madame le ministre. Vous attendez son départ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas celui qui nomme et qui révoque. Madame peut être reconduite. Je ne dis pas que madame n'est pas valable comme ministre. Mais je dis que ce qu'elle a fait à l'égard des fonctionnaires, c'est un crime. Diviser l'INAP. Jusqu'à dire que non, elle a même dit, sur son cabinet, elle m'a fait inviter par les membres de son cabinet pour me dire que non, j'étais le président honoraire de l'INAP. Je les ai regardés, je leur ai dit, est-ce que vous rêvez? Vous avez organisé d'autres élections quel jour pour que je devienne président honoraire? Moi, je suis un élu, je ne suis même pas un élu. Les agents et fonctionnaires ont élu mon syndicat, la Confédération syndicale du Congo. La dernière question, peut-être, Jacques Passe. Non, pas la dernière question. Nous sommes arrivés à la fin, excusez-nous. Dites-nous à quand l'organisation des prochaines élections au sein de l'INAP, parce que vous avez déjà dépassé 3 ans de votre mandat. Je vous comprends, parce que vous êtes journaliste. Les organisations syndicales ne sont pas les pouvoirs organisateurs des élections. Vous avez glissé, M. Fidèle. Nous n'avons jamais glissé. Il y a un glissement dans Nous n'avons jamais glissé. C'est depuis 2013 que vous êtes là. Celui qui glisse, c'est celui qui a le pouvoir d'organiser les élections. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'organiser les élections. Comment vous expliquez ça? Le pouvoir organisateur des élections, c'est le gouvernement. Le jour où le gouvernement, nous lui avons écrit... Après, vous ne voulez pas qu'il vous gère. Non, ça c'est les textes des lois qui le disent. Même quand vous allez à l'ONATRA, même si vous allez à l'OCC, vous allez à la CNSS, vous lisez les codes du travail, vous lisez même l'arrêté qui organise les activités syndicales au sein de l'administration publique. C'est lui qui organise les élections, c'est l'employeur, ce n'est pas le syndicat. Et pourquoi ne faites-vous pas pression sur le gouvernement? On a fait pression en 2016. Aucune déclaration jusque-là, parce que nous vous suivons. Nous avons fait la déclaration. En 2016, nous avons écrit, nous avons même des lettres, pour demander qu'on organise les élections. Le gouvernement nous a dit qu'il se préoccupait à organiser les élections politiques. C'est votre longévité au pouvoir. Non, non, c'est pas nous. À la tête de l'INAP qui a fait aussi que les autres vous... Non, excusez-nous. Non, qui va me contester? Mais oui. Moi, on ne peut pas me contester. On doit contester la Confédération syndicale du Congo. La présidence que moi j'occupe, si aujourd'hui la Confédération syndicale du Congo dit que ce n'est plus toi qui vas présider, on envoie quelqu'un d'autre, de la CSC. Mais je vais faire la remise de reprise. Moi, je ne suis pas un élu. Les agents ont voté la CSC, ce n'est pas moi. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas là par notre volonté. C'est le gouvernement qui ne veut pas organiser les élections sociales. J'ai la lettre du Premier ministre qui m'a écrit au mois d'août pour dire... La crise qu'il y a dans votre organisation demande qu'on organise les élections, mais le gouvernement n'a pas les moyens. Alors, c'est selon vous, aussi longtemps que le gouvernement n'organisera pas les élections, votre syndicat occupera toujours la présidence de l'UNAP, même jusqu'en 2029. Ce n'est pas selon moi, selon les textes. Oui, nous voulons comprendre. Oui, c'est selon les textes qui régissent les partenariats syndicats employeurs. En 2035. Je vais vous donner même un exemple. Vous allez être fiers, c'est ça? Non, non. Comment vous allez être fier lorsque l'exercice démocratique... C'est votre dernière intervention, excusez-nous pas ce soir. Comment est-ce que je peux être fier lorsque le gouvernement n'applique pas la démocratie? Comment je peux être fier? Je vais vous donner un exemple. Nous, c'est 2013. Demandez au ministre du Travail. Depuis 2010, on n'a jamais publié les résultats des élections. On organise des élections, on ne publie pas les résultats. Donc, le président Kolela de la CSC, parce que, pour votre information, la Confédération syndicale du Congo est le syndicat majoritaire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et nous attendons toujours les élections.
Et ce n'est pas à nous à organiser les élections, c'est au gouvernement. Merci. Au niveau du monde du travail, secteur privé, on organise les élections, on ne publie pas les résultats. Merci. Pourquoi? Parce que la CC gagne toujours. On veut publier les résultats quand on trouvera que ce n'est plus la CC qui a la majorité. C'est ça le problème. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Merci. Non, je dois dire un mot. Oui, encore je dois dire un mot aux fonctionnaires. Mm-hmm. Je demande aux fonctionnaires, d'abord je leur souhaite joyeux Noël et bonne année. J'en profite aussi pour souhaiter mes vœux les meilleurs au chef de l'État. Et à Madame la ministre. Madame la ministre, je lui présente mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Elle est partenaire. Moi, je n'ai aucun problème avec elle. Nous pensons que le chef de l'État, dans les choix des animateurs, parce que maintenant, on ne peut plus dire que nous sommes en politique, nous n'allons pas faire la politique. Non. L'union sacrée est constituée de tout le monde. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il a fait appel à tout le monde. Vous en faites partie? Vous êtes membre de l'Union sacrée? Bon, en tant que société civile, nous sommes les syndicats, nous sommes la société civile. Le chef de l'État a aussi consulté la société civile. Et elle a aussi besoin de la société civile. Donc, M. Moulin a été consulté par le chef de l'État au nom de l'IDAP. Non, non, non. Vous endossez tout ce qui a été dit là-bas. Non, M. Moulin au nom des fonctionnaires. Il a été consulté à son nom propre, avec sa bande qu'il a amenée, mais pas au nom de l'INAP, parce que l'INAP, c'est le mandat que les fonctionnaires vous donnent. Merci. Nous disons aux fonctionnaires d'être patients. Nous attendons l'année 2021. Mais toute personne qui osera distraire les fonctionnaires, nous allons demander aux fonctionnaires de nous prendre la charge, de s'occuper de nous. Merci. Si nous osons distraire. Merci. Voilà ce que nous pouvons dire et nous souhaitons plein succès à l'Union sacrée. Et nous pensons qu'à la tête de la fonction publique, nous aurons des dirigeants capables de faire observer les textes des lois. Voilà, on ne saura pas vous arrêter, M. Kiangui. Je pense prochainement nous allons revenir autour des sujets qui vous concernent notamment. Merci à vous également, Jacques Moulouba, de nous avoir accompagnés. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement sur la même chaîne et avec le même plaisir. Au revoir.